Ce qui est intéressant dans la jeunesse, c'est que c'est un projet en fait qui date du début des années 90. Michael Mann n'était pas encore lié au projet. C'était un projet qui avait été écrit par les deux scénaristes qui avaient fait Nixon d'Oliver Stone. Et quand Michael Mann reprend le projet, donc en 2000, avec le scénariste avec lequel il avait fait Révélation, qui s'appelait Eric Roth, il décide de garder 10 années, qui sont donc 1964-1974, et puis de bazarder tout le reste et de absolument pas s'en préoccuper, sauf en effet au tout début avec ce flashback de l'enfance qui revient de manière extrêmement rapide ensuite. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est un montage qui est extrêmement elliptique. Comme vous avez pu le constater, parfois on ne comprend pas tellement comment on passe d'une scène à l'autre, on ne voit pas qu'il a des enfants, on ne voit pas qu'il reste avec la femme de sa vie, on ne comprend pas qu'il n'est plus avec une femme, on ne comprend pas qu'il a gagné tel combat ou perdu un autre. Et de la même manière, par exemple, il n'explique rien, il n'explique pas au début que s'il a mal aux yeux, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que Sonny Liston avait mis un espèce de produit sur ses gants. Il n'explique pas que le deuxième combat qu'il a gagné contre Sonny Liston était très probablement truqué, même si Mohamed Ali ne le savait pas lui-même. Il y a plein de choses qu'il n'explique pas, qu'il laisse de côté, alors que c'est dans le film, par exemple, quand il parle avec son avocat au téléphone, qu'il y a une fusillade dans un motel, la personne morte, il s'avère que c'est Martin Luther King. On ne peut pas le savoir si on ne se renseigne pas davantage. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont laissées de côté, qu'il n'explique pas. Pourquoi on ne sait pas avec certitude, mais à mon avis, si on ne le sait pas, c'est parce qu'il se concentre sur deux choses pendant ces 10 années qui sont réellement le pic de la carrière de Mohamed Ali, c'est les combats et l'amour. C'est les deux choses qui ont toujours intéressé Michael Mann. Ce sont d'ailleurs les deux choses dans le film qui sont tournées en numérique, avec un sentiment de vibration et de proximité qui peut être assez fort. Et quand je dis l'amour, ça peut être par exemple la scène avec Jada Pinkett Smith, qui est une femme, disons, qui n'a pas eu une importance fondamentale dans la vie de Mohamed Ali en termes de durée, et qu'il a toujours considéré comme étant, disons, l'amour de sa vie, même si ça a duré que quelques mois. Et dans le film, on voit bien que c'est une espèce de pic, de climax, peut-être de 25 minutes, une demi-heure. C'est une scène qui est hyper forte, alors que bon, voilà, c'est un petit peu insensé d'un point de vue scénaristique. Les combats évidemment, et puis les combats hors du ring également, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire le Vietnam, c'est-à-dire le combat contre en fait une entité qui est, dans le cas de Mohamed Ali, le gouvernement américain. Et c'est quelque chose qui parcourt en fait toute la filmographie de Michael Mann, et c'est hyper intéressant de voir qu'il décide de prendre ces 10 années parce que ces 10 années synthétisent en fait tout ce qui a fait la vie de Mohamed Ali, tout ce pourquoi on s'en souvient, et tout ce qui a toujours marqué Michael Mann en tant que cinéaste et en tant qu'homme. Et Michael Mann, c'est quelqu'un qui a toujours adoré Mohamed Ali de tout temps. Ils sont nés, comme je l'ai dit, à peu près à la même année. Michael Mann était fan de Mohamed Ali. Je ne sais pas s'il a assisté au combat en personne contre Foreman au Zaïre, mais il s'avère que dans son bureau, j'avais été le voir, je l'avais interviewé en septembre 2015, et dans son bureau, il a les fanions du combat, et ces fanions du combat, il les a pas achetés a posteriori, en tout cas pas dans les années 2000, il les a achetés peu après le combat. Il a une photo du stade aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui l'a toujours fasciné, et il a réussi à l'aborder en tant que cinéaste d'une manière qui fait que ça colle à ses intérêts en tant qu'artiste également. Comme un homme libre, The Sheriff Mile, qui est trouvable nulle part à part sur YouTube dans une qualité un petit peu dégueulasse, mais qui est trouvable quand même, jusqu'à Hackers, tout le temps des personnages qui se battent contre quelque chose et qui se battent comme ils le peuvent, disons, avec leurs moyens, face à une entité qui les dépasse, qu'il s'agisse du monde moderne et capitaliste et des narcotrafiquants dans Miami Vice, qu'il s'agisse de l'industrie du tabac dans Révélation, qu'il s'agisse ici du gouvernement, qu'il s'agisse de ce que vous voulez dans n'importe quel film, il y a toujours quelque chose de plus grand. Et il y a toujours, disons, des personnages qui essayent tant bien que mal d'y faire face et de les contourner, d'être plus forts qu'eux, et de composer en même temps avec une vie de famille, parce que c'est aussi quelque chose qui est fondamental à Michael Mann, c'est aussi qu'est-ce qu'on est en tant que personne publique, mais aussi ce qu'on est en tant que personne privée. Et là, en fin de compte, c'est la seule fois où ce personnage est tellement fort qu'il arrive à créer une vague. On voit quand il court, par exemple, ça c'est bien symbolisé en Afrique avec les enfants et le peuple qui le suivent. Il arrive à mettre en scène un personnage qui symbolise réellement cet idéal mannien. Cet idéal mannien, comme tu disais Fabien, qui arrive même à changer de nom. Et le nom, c'est quelque chose d'hyper important aussi chez Michael Mann. Donc en fait, il y a quelque chose de l'idée qu'il est plus qu'un produit de son environnement, il est son environnement. Et il façonne, en fait. Il façonne plus qu'il n'est façonné. Et ça, je ne vois pas tellement d'autres
Je vois pas tellement d'autres exemples dans la carrière de Michael Mann. C'est quelque chose qui est extrêmement important chez lui, c'est-à-dire que c'est les meilleurs braqueurs qui soient, c'est les meilleurs boxeurs qui soient, ce sont les meilleurs perceurs de coffres qui soient, les meilleurs indiens qui soient. Et en fait, il demande la même chose à ses acteurs, c'est-à-dire que James Caan était capable de percer un coffre, Robert De Niro a su comment braquer des banques, de même il a inspiré des vrais braqueurs par la suite, Redouane Faïd en France par exemple. Un homme en prison actuellement. Il lui a parlé à la cinémathèque. Ouais, il lui a parlé à la cinémathèque. Ouais. Redouane Faïd a dit à Michael Mann je vous remercie pour ça, et Michael Mann était un peu gêné. Alors qu'il ne l'est pas du tout, parce qu'en vrai, Michael Mann, qui vient de Chicago, a de toute sa vie à côtoyer les mecs les plus durs qui soient. Il a grandi en fait avec des braqueurs. Et son père était chauffeur de taxi, vient d'un milieu extrêmement populaire. Enfin, la criminalité, c'est pas quelque chose qui fait peur à Michael Mann. Il a grandi avec ces gens-là, il s'est toujours entouré de ces gens-là. Et donc, concernant Will Smith, il a demandé à Will Smith de devenir un extrêmement bon boxeur. On dit tout le temps ça de Sylvester Stallone, on dit tout le temps ça de Robert De Niro, mais le plus grand des acteurs boxeurs, c'est Will Smith. Et tous les experts le disent, c'est pas moi, mais tous les experts le disent, il a été capable d'être presque au niveau des 3 boxeurs qu'il affronte dans le film, qui sont des boxeurs professionnels. Et c'est l'un des seuls films de l'histoire du cinéma où les coups sont réellement portés. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, et on s'en rend bien compte d'ailleurs au ralenti, ce sont des vrais coups. Mais Mohamed Ali, c'est ça. Je pense pas qu'il ait jamais dit, moi je suis pas américain, au contraire, je pense qu'il se pense américain. Par contre, il refuse de participer à un effort de guerre qu'il ne comprend pas, il refuse de suivre des injonctions qu'il ne comprend pas. Et si je dois faire un parallèle avec Michael Mann, parce que c'est ce dont on parlait avant, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est intéressant quand même, quand on pense que Michael Mann a un tout petit peu le même rapport à Hollywood, dans le sens où lui, il accepte de s'y insérer, il a toujours voulu y aller, il est fasciné par Los Angeles, il est fasciné par l'imagerie de Los Angeles et tout ce que ça peut lui apporter, et pour autant, il réussit à l'intérieur de cette structure extrêmement contraignante à développer ses thématiques, à développer ses enjeux et aller là où il veut. Et il y arrive aussi parce qu'il a eu un méga succès dans sa vie, qui est d'abord Les Derniers Mohicans et ensuite Hit. S'il n'avait pas eu ça, ça n'aurait pas été la même chose évidemment. Mais il y a l'idée de faire partie d'un ensemble et d'adhérer à cet ensemble tout en le tirant là où on a envie de le tirer. Et si on prend Miami Vice, c'est une énorme supercherie, quoi. Enfin, moi j'adore, c'est peut-être mon préféré de Michael Mann, mais il s'est moqué de tout le monde avec ce film. En faisant croire qu'il allait prendre la série, qu'il allait refaire la série, sauf qu'en fait il garde les mêmes thématiques, et les gens oublient qu'il garde les mêmes thématiques, réellement, si on revoit la série c'est frappant, mais par contre en termes de narration, en termes de structure, en termes de mise en scène, c'est très 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 différent. Et d'ailleurs aujourd'hui, Michael Mann dit, si j'avais su, j'aurais pas appelé ça Miami Vice, parce que j'ai vraiment déçu beaucoup trop de monde en fait. Des fans. Où est-ce que je le situe franchement, quand je l'ai rencontré, il m'a dit avec une certaine prétention, mais c'est quelqu'un de prétentieux, mais qui a aussi conscience de l'endroit où il est aujourd'hui, donc il peut se le permettre. Il dit, de toute façon, aujourd'hui, Miami Vice est enseigné dans les écoles de cinéma, et il y a 10 ans, on me disait que c'était mon film le plus pourri. Donc, je veux dire, il dit, bon, bah, de toute façon, dans 10 ans, Black Hat sera probablement enseigné dans les écoles de cinéma parce que je me situe à l'avant-garde. Lui il a le sentiment qu'il est à l'avant-garde. Je pense qu'il n'a pas tort sur pas mal d'aspects, même si je pense que Black Hat a certains défauts. Ouais, moi, si je le situe, oui, si je dois le situer, je dirais une certaine avant-garde, tout en gardant des thématiques qui sont les mêmes depuis maintenant presque 30 ans. 30 ans. Le film a perdu beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, pas mal d'argent. Les critiques ont été plutôt bonnes. En revanche, l'accueil public a été mitigé, notamment parce que les gens n'ont pas tellement compris qu'on ne commence pas avec son enfance, en tout cas de manière un peu plus claire que ça, et qu'on ne termine pas avec la fin, Parkinson. Sauf que Michael Mann ne s'intéresse pas au déclinant, en fait. Il s'intéresse aux trajectoires ascendantes et il s'intéresse au pic, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par ce qu'on peut donner en pleine émulsion et en pleine vibration et quand on donne le meilleur de soi-même. Donc il n'a pas envie de filmer quelqu'un qui est en redescente. Et je pense que ça, les gens n'ont pas tellement compris, parce que
aux États-Unis, Mohamed Ali, et aussi en France dans une certaine mesure, c'était un dieu vivant. Donc les gens voulaient voir une espèce d'apologie. Et d'ailleurs, Roger Ebert, quand il a écrit sur le film, il a dit je comprends pas, c'est pas tellement un film sur Mohamed Ali, c'est une espèce d'éloge funèbre. C'est pas tellement une apologie, c'est une espèce d'éloge funèbre. Et en fait, il avait complètement raison. Lui, il a pensé que c'était pas bien. Moi, je pense au contraire que c'est peut-être la meilleure manière de rendre hommage à Mohamed Ali que de s'en rappeler de cette manière. En plus, le film se termine sur une image figée de lui qui est sur un ring, machin. Michael Mann, c'est quelqu'un qui a toujours été fasciné et passionné par l'image qu'on peut laisser et l'héritage qu'on va léguer. Et son testament à lui-même d'ailleurs, également, tout comme celui de ses personnages. Et je pense que quand il a voulu faire ce film sur Mohamed Ali, son idée c'était aussi de vouloir mettre en scène ce qui allait rester de Mohamed Ali. Donc quand on dit, mais attendez, vous n'êtes pas en train de nous expliquer quelle est la vie de Mohamed Ali, je dis, bah non, si vous voulez savoir quelle est la vie de Mohamed Ali, achetez une biographie. Moi je fais du cinéma et je raconte des choses, j'essaye de mettre en scène, disons, une période bien spécifique et j'essaye de façonner un personnage, de raconter de A à Z quelque chose. Ça c'était intéressant. Je trouve que c'est bien plus intéressant que, je sais pas moi, Ray avec Jamie Foxx ou Walk the Line, qui sont des trucs beaucoup plus pédagogues. Mais les gens n'ont pas tellement compris et donc ils n'ont pas détesté, pas comme Miami Vice, mais ça a été modérément reçu.